Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 janvier. Voici les titres de ce journal. Charlie Hebdo en rupture de stock, c'est du jamais vu pour le journal et pour les buralistes. Vous le verrez, il fallait donc être très matinal pour espérer obtenir l'édition de ce mercredi. Mauvais départ pour les soldes. Depuis une semaine, les consommateurs n'ont pas la tête aux bonnes affaires. Il faut dire que l'actualité de ces derniers jours n'a pas facilité l'esprit de légèreté. Mister Français vendéen Aurélien Georgino a été élu hier à Paris. Le plus bel homme de France le doit certainement à l'air iodé des Sables-d'Olonne, d'où il est originaire. Ce fut donc la ruée vers Charlie Hebdo ce mercredi matin. Le numéro était évidemment très attendu après le drame survenu il y a une semaine dans la rédaction du journal. À peine en kiosque, il était déjà en rupture de stock et ce, déjà très tôt ce matin. Exemple dans plusieurs points de vente à La Roche-sur-Yon, reportage de Pierre Dalicieux. 7 h ce matin, scène inédite à La Roche-sur-Yon. Plusieurs dizaines de personnes attendent l'ouverture de leur marchand de journaux. Cette cliente sera la première à avoir son exemplaire. Mais pour ça, il fallait se lever très tôt. Moi, je travaillais à 4 h du matin et donc je quitte à 5 h 30. Donc je suis là depuis un bout de temps. 7 h 20, ouverture des portes 10 minutes avant l'heure habituelle. Une centaine de personnes défileront chez ce buraliste qui a fait le choix de ne prendre aucune réservation. Une centaine pour seulement 80 exemplaires de ce numéro historique, dont un seul sera vendu par client. La patronne, qui devrait se réjouir d'une telle affluence, a plutôt hâte que tout cela se termine. Je sais que je vais pas satisfaire tout le monde, donc ça va être très vite vu. Donc voilà. C'est la première fois que ça m'arrive. Oui, il y a 9 ans qu'on est là, mais j'avais jamais vu un tel engouement déjà sur voilà. 5 et 10. Bref, une situation qui dépasse un peu tout le monde ici, puisque 10 minutes montre en main après l'ouverture. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Il y en aura d'autres demain et après-demain. Ils vont être livrés en plusieurs. Ah d'accord. Dans la file d'attente, certains relativisent. J'avoue que je suis venue tôt pour avoir Charlie. Mais c'est pas grave, je l'aurai probablement les prochains jours, puisqu'ils vont le réimprimer. Ça montre effectivement que les Français ont décidé de se prendre un petit peu en main et de réfléchir à ce qu'est la liberté. Donc c'est une bonne chose. D'autres, en revanche, ne cachent pas leur déception. Je viens de la gare, j'ai déjà fait 2 presses, je n'en trouve pas. Je débauche et je suis passée par le bureau de presse pour aller acheter, mais voilà, il n'y en a plus. Pire que déçu, c'est pas de la déception, c'est être blessé. Un peu plus loin, cet autre buraliste prend des réservations sans trop savoir si elle pourra les honorer. Il faut dire qu'ici aussi, les demandes explosent. 67 et 5, 72, 72, 79, 79, 85, hein, monsieur. Ici, comme dans beaucoup d'autres kiosques, 2 voire 3 exemplaires se vendaient par semaine. Aujourd'hui, la France entière veut son numéro. Et chez ceux qui y parviennent, l'émotion est parfois grande. J'en tremble un peu, oui, c'est vrai. C'est beaucoup de choses et vraiment je vais le partager au plus grand nombre. Et oui, car pour le plus grand nombre, impossible de se le procurer aujourd'hui. Seulement 9200 exemplaires ont été distribués en Vendée ce matin. D'autres exemplaires devraient être effectivement en vente dans ces prochains jours. Soyez donc patients et évitez d'acheter ce numéro qui se vend déjà à prix d'or sur Internet. Suite aux attentats, la lutte contre le terrorisme s'accélère. Hier, le Premier ministre a présenté plusieurs pistes pour renforcer la sécurité. Parmi ces mesures, Manuel Valls a annoncé la création de quartiers spécifiques dans les prisons. Concrètement, d'ici à la fin 2015, elles mettront en place une zone réservée aux détenus considérés comme radicalisés. Alors les centres pénitentiaires vendéens sont-ils concernés et surtout qu'en pensent les syndicats ? Réponse de l'UFAP, le syndicat de l'administration pénitentiaire. Il y a certainement des choses à faire, des quartiers spécifiques, de l'isolement, parce que malgré tout, ce sont des personnes qui marchent à parler et à propagander, donc il faut les isoler. Donc je pense que oui, c'est possible, mais bon, je vous dis, il faut s'en donner les moyens. Et on sait très bien comment que ça se passe en France. Dans les prisons françaises, moi, ça fait 26 ans que je fais ce métier. Depuis 26 ans, on a entendu parler de choses. Il y a eu les affaires Vasseur qui n'ont pas fait bouger les choses. Il n'y a rien qui bouge et il n'y a pas de moyens. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on va encore faire avec l'existant. Et de toute façon, c'est toujours les premiers touchés, ça va être les personnels de surveillance. Parce que malgré tout, on va nous mettre à contribution, mais sans moyens.
Quelques minutes avant le discours de Manuel Valls sur la sécurité, l'Assemblée nationale a vécu un moment historique. En hommage aux 17 victimes des attentats, les députés ont en effet chanté la Marseillaise après avoir observé une minute de silence. L'instant est unique puisqu'il faut remonter au 11 novembre 1918 pour retrouver une telle image. On écoute d'ailleurs le député du Sud-Vendée, Hugues Fourage, qui faisait partie des élus debout hier au sein de l'Assemblée. C'est totalement unique, c'était émouvant, c'était grandiose, c'était le symbole de la nation unie, de tous les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité, debout pour chanter la Marseillaise. La dernière fois quand même dans l'hémicycle, tous ensemble, c'était en 1918, au moment où Clémenceau annonce la fin de la guerre. Il y avait une dignité, un respect, un profond respect et aussi, je crois, le sens des responsabilités qui nous attendent. Je crois que cette Marseillaise, c'est aussi l'écho de la Marseillaise qui ont été chantées par tous les Français dans toutes les manifestations, dans tous les défilés. On n'y pense pas forcément, mais les attentats de la semaine dernière ont également eu un impact sur les soldes. Depuis mercredi, les ventes ont en effet chuté de 5%, à Paris bien sûr, mais également en Vendée, comme a pu le constater Aurélia Horner. Baisse de la fréquentation en magasin, les commerçants le constatent eux-mêmes. Cette première semaine de soldes n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. Pas facile cette année, vu les événements dramatiques que nous avons rencontrés nationalement, qui ont fait que les clients ont déserté un petit peu les centres-villes. On a perdu 20% de clientèle. Les gens n'étaient pas dans l'optique, on va dire, soldes. Donc c'est vrai que les soldes étaient un peu plus difficiles que d'habitude. Un démarrage un peu trop calme donc. Et en effet, l'actualité a eu une influence sur le comportement de certains acheteurs. Faire les soldes pendant les événements, Madeleine n'avait pas la tête à ça. Disons que j'étais un peu concentrée par tout ce qui se passait dans l'actualité et j'avais pas trop envie. À présent, retour peu à peu à une fréquentation normale qui laisse espérer aux commerçants le rattrapage du manque à gagner des premiers jours. Cette année, il y a une semaine supplémentaire par rapport aux autres années, donc ça se verra plus sur la longueur. Je pense qu'après, il faut établir un diagnostic à la fin des soldes, puisque bon, cette semaine, on retrouve un passage équivalent aux autres années. Et donc on commence tout doucement à revoir un petit peu les clients qui reviennent. Voilà. Donc on espère que là, on est parti aujourd'hui pour la deuxième démarque. Donc on a une démarque supplémentaire qui vient sur les soldes et donc les clients commencent à revenir. Retour à la normale donc, et avec des soldes qui ont commencé au ralenti, il reste encore le choix. Peut-être plus pour très longtemps. Une tempête est attendue sur le nord-ouest de la France dès ce mercredi en Vendée. Le vent commencera donc à souffler en fin de nuit et persistera toute la matinée de jeudi. Mais il s'agira d'une tempête hivernale finalement tout à fait classique. En bordure de mer, des rafales de 100 km/h pourront être enregistrées. Et dans les terres, le vent sera un peu moins violent et ne dépassera pas les 80 km/h. On écoute le prévisionniste de Météo France. En bord de mer, il faut quand même signaler de fortes vagues, mais heureusement les coefficients de marée seront faibles demain, donc on n'aura pas de conséquences et pas de vigilance particulière. Et quand même une dernière chose importante, au niveau vigilance, donc là la Vendée va être en vigilance jaune pour la nuit prochaine et demain, en raison du vent fort et également des quantités de pluie attendues, parce qu'au passage de la perturbation, nous aurons 20 à 25 mm de pluie. Et même si aucune submersion n'est annoncée pour ces prochaines heures, précisons que 2015 verra l'une des plus grandes marées de ces 20 dernières années. En mars, des coefficients de 119 sont en effet attendus. C'est bientôt l'heure des questions d'orientation pour les jeunes. Les portes ouvertes peuvent parfois les aider. C'est en tout cas l'objectif des centres de formation Esfora et Aforbat. Précisons que les deux établissements de La Roche-sur-Yon sont spécialisés dans les métiers de bouche, de commerce et de bâtiment. Ils accueilleront le public le 24 janvier et le public pourra alors découvrir des apprentis en pleine démonstration. On écoute la directrice adjointe de l'Esfora. On met tout en place, aussi bien Aforbat qu'Esfora, pour faciliter cette recherche d'apprentis.
Voilà, les jeunes qui viendront aux portes ouvertes pourront s'inscrire sur des bourses d'apprentissage qui nous permettront de donner à ces jeunes des listes d'employeurs qui recrutent. Donc on met tout en place pour que les entreprises trouvent le plus facilement possible les jeunes et que les jeunes aillent vers les entreprises. Les plus jeunes s'interrogent, eux, sur le monde qui les entoure. Depuis septembre, 8 classes du département participent à l'opération Regard sur mon paysage, une action qui concerne donc une école à Chantonnay, à Saint-Prouan ou encore à Saint-Mémin. L'action est menée par le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, le CAUE. Et l'objectif est donc que les élèves de CM1 et CM2 apprennent à observer ce qui les entoure. À mi-parcours, les professionnels et les enseignants se sont retrouvés et l'une des paysagistes du CAUE nous en dit un peu plus. C'est un projet en 3 étapes. Une première étape qui se fait sur le temps personnel des élèves, de récolte de photos avec leurs commentaires le plus spontanés possible. Une deuxième étape où on sort de la classe, un travail collectif en classe, où on va sortir de la classe et on va aller découvrir la commune au travers de parcours. Et une troisième étape où on va mettre tout ce qu'on a appris en pratique sur un autre site avec une autre classe, en rencontrant les autres classes. Et donc ces autres sites, ce sera âprement émouvant sur toute la première semaine de juin. Le Dakar se poursuit ce mercredi. Nos 2 équipes vendéennes et les autres concurrents sont de retour en Argentine après plus de 850 km d'étape. Hier mardi, la journée a été rude pour le binôme Chabot-Pillot. Dès le début de la journée, leur buggy s'est retrouvé bloqué à cause d'un problème de mécanique. Malgré ça, l'équipage est remonté à la 11e place au classement général. Quant à Éric Bernard et Alexandre Vigneault, ils sont de retour dans le top 30. Lui a vécu également une aventure sur l'autre plus grand terrain de jeu du monde, l'océan. Gérard Marie a franchi la ligne d'arrivée de la course Rame-Guyane. Sur ces images, nous l'avions rencontré avant son départ. Et il aura fallu 83 jours à ce Vendéen de mer pour rejoindre le Sénégal à la Guyane. Une aventure d'autant plus folle quand on sait que la traversée s'est effectuée sur un petit bateau d'à peine 8 mètres. À 67 ans, le doyen de la course est arrivé le dernier, hors classement. Mais l'essentiel est évidemment qu'il ait pu aller jusqu'au bout de son défi. L'équipe cycliste Europcar sera bien sur la ligne de départ du Tour de France le 4 juillet prochain. L'annonce a été confirmée par ASO aujourd'hui. L'organisation a également précisé que les coureurs vendéens étaient invités sur le Paris-Nice et au Critérium du Dauphiné. Des invitations obligatoires pour pouvoir participer puisque cette année, l'équipe vendéenne a été rétrogradée au niveau continental pro. Le Mister France 2015 est vendéen, souvenez-vous. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours, juste avant la finale du concours de beauté. L'élection s'est déroulée ce mardi soir à Paris. Il s'agit donc d'Aurélien Georgino, un Sablais de 25 ans, qui a d'ailleurs été quelque temps animateur à la radio Graffiti, basée à La Roche-sur-Yon. Et le nouveau plus bel homme de France devrait d'ailleurs être l'invité de la grande émission dans une semaine. Rencontre à présent avec des artisans qui pratiquent un métier devenu rare. C'est à elles qu'ils sont désormais les seuls du Grand Ouest. Ils sont tonneliers. Leur atelier est basé à Chambretot, reportage de Grégoire de Châtillon. Ici, on fabrique des fûts traditionnels, mais pas seulement. Pour exister, la tonnellerie s'est diversifiée. Elle fabrique aussi des meubles à base de tonneaux et également de la tonnellerie d'art. Visite guidée. Alors ici, dans la partie fabrication, on a la première partie faite par Stéphane, c'est plus la partie transformation de tonneaux qui va t'amener justement à faire du mobilier après, meubles, tables, barres, etc. Après, on a eu plus une deuxième partie faite par Christopher. C'est tout ce qui est vraiment tonnellerie miniature, tonnellerie décorative, ce qu'on appelle la tonnellerie d'art, donc genre de pichet, fût bicolore que vous avez derrière, voilà, comme ça. Et on a la troisième partie, faite par Jérémy justement, qui lui justement est plus dans la partie tonnellerie pure et dure, qui va recevoir du contenant pour les professionnels du cidre, du vin, du calvados, etc. Là, il est justement en train de tester le tonneau. Jérémy teste précisément l'étanchéité du tonneau. En fait, on met de l'eau chaude, et, enfin, même de l'eau bouillante, et le fait de secouer le tonneau avec le bouchon bien fermé, ça monte sous pression, et justement là, s'il y a de l'eau qui doit sortir à certains endroits, on s'en aperçoit tout de suite. C'est un métier qui n'est pas connu, et c'est une fierté, c'est vraiment un beau métier, c'est un métier de passion. La passion, lui aussi, Jean-Yves, le père de Maxime, l'a gardée
et la transmet chaque été au Puy du Fou. Le déroulement de la fabrication d'un tonneau, c'est à peu près 14 heures et les gens, ils ont 2 minutes. Donc on passe plus de temps à expliquer qu'à travailler, mais notre rôle aussi, c'est un peu pédagogique avec les enfants. Sinon, on est là-bas aussi pour, bien sûr, vendre nos produits. Des produits souvent très différents les uns des autres. C'est des petits produits qui plaisent bien, c'est le petit tonnelet où on peut mettre du liquide à l'intérieur, c'est-à-dire trousse-pinette par exemple. Voilà, ça c'est ce que les gens aiment bien avoir chez eux dans leur petite cave ou pour offrir pour un anniversaire par exemple. Pour ce qui est des fûts traditionnels, la tonnellerie Manceau fournit principalement les producteurs de cidre, de Calvados et de cognac. On termine ce journal avec un point sur le temps prévu pour demain. Nous en avons parlé en début d'édition. Le vent va donc souffler fort dès la fin de nuit et continuer une partie de la matinée. Attention donc demain sur les routes. La pluie devrait d'ailleurs venir accentuer la sensation de bourrasque. Il faudra attendre l'après-midi pour pouvoir profiter des dernières températures élevées, puisqu'ensuite le temps devrait se rafraîchir. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain.